On a tous un peu cette image en tête, non? On se forme pendant des mois, on décroche le diplôme et c'est parti, la carrière est lancée. Oui, on s'imagine que c'est une sorte de ligne d'arrivée. Exactement. Sauf que la réalité, elle est souvent bien différente. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur une discussion avec Caroline Berger de Femini Biopillets, qui a fondé le studio Biopillets Paris. Et son diagnostic est Direct. assez brutal, oui. Pour elle, le diplôme, ce n'est que le début. C'est là que, je la cite, le vrai travail commence. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de déplier ça, de voir ce qui se passe après la certification. Pourquoi ce moment, qui devrait être une libération, c'est souvent une course d'obstacles. Où la pédagogie seule, en fait, ne suffit plus du tout. Et où la toute première épreuve, la plus concrète, c'est remplir ses cours. C'est ça, c'est un point de bascule qui est fondamental. La formation, même si elle est excellente, elle donne ce que j'appellerais une grammaire. Les règles, la technique. Voilà, la technique, l'anatomie, mais elle ne construit pas une vie professionnelle. Et ce passage de l'étudiant qui sait à l'enseignant qui incarne, Hmm. il est Qui critique. est souvent solitaire, j'imagine. Très solitaire. Et le premier mur qu'on se prend, il est très simple. Pour enseigner, il faut des élèves. On a beau avoir la science infuse, si la salle est vide, Le métier n'existe pas. le métier n'existe tout simplement pas. Alors arrêtons-nous là-dessus. Pourquoi est-ce que cette question de remplir ses cours est si centrale? On pense tout de suite à l'aspect financier, bien sûr, Oui, c'est le premier réflexe, payer les factures. mais ce n'est pas que ça, si je comprends bien. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Pour pouvoir, ne serait-ce que se présenter à l'examen final, dans la plupart des écoles, il faut accumuler des centaines d'heures D'enseignement, pas juste d'observation. d'enseignement actif. Et pour ça, il faut des corps, des vrais gens, avec leurs redits, leurs redeurs, leurs doutes, leurs pathologies. C'est un laboratoire vivant, comme elle dit. C'est exactement ça. C'est là qu'on apprend à lire un corps, à adapter un exercice en une seconde, à gérer l'énergie d'un groupe. À corriger sans décourager aussi. Surtout. Donc, sans élèves, on ne peut même pas valider sa formation, pour commencer. D'accord. Et j'imagine que ce laboratoire, il ne s'arrête pas après l'examen? Jamais. La théorie, c'est une chose, mais la réalité d'un cours avec 8 personnes, une avec une hernie, une autre qui revient de grossesse, un sportif, Et quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie? voilà. Ça, aucun livre ne peut vous y préparer. Chaque cours est un test. Si les cours sont vides, le muscle de l'enseignement ne se développe pas. La confiance non plus? Et non, on reste dans la théorie. C'est un cercle vicieux. Pas d'élèves, pas de pratique. Pas de pratique, pas de progrès. On comprend mieux. Le défi est donc double. Il faut être un bon pédagogue, ça c'est la base, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi devenir une sorte de chef d'entreprise. C'est ça. Et pour ça, il y a une structure de pensée qui est proposée. Une sorte de tripier. Un triptyque. Un triptyque, oui. C'est la première grande leçon de business. Le premier pilier, c'est la programmation. Et là, j'imagine que le piège, c'est de faire les cours qui nous arrangent, nous. Bah oui, c'est le réflexe. Or, il faut penser à l'inverse. Le planning doit être basé sur, et la formule est très juste, la vie réelle des gens. C'est-à-dire. Ça veut dire des créneaux très tôt le matin ou après 18 heures pour les actifs, des créneaux en journée pour les retraités, les parents, C'est un acte stratégique, en fait. complètement. C'est ceux qui connectent l'offre à la demande. C'est un vrai changement de perspective. On sort de sa bulle. D'accord pour la programmation. Mais après, on a ses créneaux. Et on peut être tenté de vouloir tout proposer pour attirer tout le monde. Pas à l'erreur classique. Le cours senior, le cours femme enceinte, le yoga. C'est un réflexe, mais c'est une erreur. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier, la diversification. Mais une diversification intelligente. Pas juste un catalogue. Non, surtout pas. L'idée n'est pas de créer un supermarché où on se disperse et on s'épuise. Il s'agit de répondre aux besoins réels d'une communauté qui commence à naître. On parle de ce qu'on a déjà. On part de là, on a quelques élèves réguliers, on les écoute. Ils parlent de maux de dos, hop, on propose un atelier spécifique. Ils veulent amener un ami qui a peur, on crée un cours pour débutants. La diversification, elle doit servir, pas compliquer. C'est plus organique. Et ça nous amène au troisième pilier, qui est peut-être le plus difficile à accepter pour des passionnés. Sans aucun doute. C'est la communication. La com. Et là, ça heurte de plein fouet une croyance très très ancrée. L'idée que la qualité suffit. Ah oui. Je suis bon, donc les gens vont venir. C'est une vision un peu romantique, mais fausse. La qualité, c'est la condition de base. C'est le socle. Mais si personne ne sait que vous existez, votre qualité ne sert. Qu'à vous. Voilà. Ça doit être difficile à entendre. On sort de formation obsédé par le mouvement juste, l'alignement, et on nous dit qu'il faut se transformer en communicant. Ça peut sonner un peu
commercial, non? C'est la réaction la plus courante. La peur de se vendre, de trahir l'essence du métier. Hmm. C'est pour ça qu'il faut peut-être changer de mot. Ne pas parler de marketing, mais de gérer son image. Ça peut aussi sonner froid, mais il faut le voir autrement. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas de créer une façade sur Instagram, il s'agit de construire une identité professionnelle lisible. Une identité professionnelle lisible. Qu'est-ce qu'on met derrière ça concrètement? Ça veut dire être capable de répondre à des questions simples. Qui suis-je comme enseignant? À qui je m'adresse? Et quelle transformation je propose? Le but, c'est de construire la confiance. Et la confiance, c'est la clé. C'est le moteur absolu. Les gens ne viennent pas acheter un objet. Ils viennent, et l'expression est forte, confier leur corps. Ah oui, Ils arrivent avec leur fatigue, leur vulnérabilité. Votre image professionnelle, c'est la promesse que leur corps sera en sécurité, respecté et intelligemment guidé. et quand on a cette confiance, j'imagine que les gens ne viennent plus juste pour un cours, ils s'attachent. C'est ça qui crée une communauté. C'est la conséquence logique. Une communauté, ce n'est pas un nombre de followers, c'est un sentiment d'appartenance. D'accord. Les élèves restent parce qu'ils se sentent vus, compris. Ils sentent qu'il y a une trajectoire pour eux. L'espace du cours devient un lieu sécurisant, sans jugement. C'est ça qui transforme un client en membre fidèle. D'accord, la philosophie est claire, mais pour quelqu'un qui sort de formation, là, et qui se sent submergé, par où on commence? Concrètement, c'est quoi le plan d'action? Alors, la toute première étape, avant même de penser au premier flyer, c'est de définir son terrain de jeu. Le lieu. Le lieu, oui. C'est une décision structurante. Est-ce que je loue une salle à l'heure? Est-ce que je travaille dans un studio partenaire? À domicile? Chaque option a un modèle économique, un niveau de risque complètement différent. Il faut être lucide là-dessus dès le départ. C'est la base. Une fois qu'on a le contenant, on passe au contenu. Deuxième étape, clarifier son offre de départ. Et là, le mot d'ordre, c'est Simplicité. simplicité. Il faut résister à la tentation de vouloir tout faire. On commence avec une ou deux offres qu'on maîtrise parfaitement. Un cours fondamentaux, un cours tout niveau. C'est tout. Simple à communiquer, simple à gérer. Exactement. La sophistication, ça vient plus tard. Et ensuite, on met ça dans l'agenda. Troisième étape, clou, construire une programmation hebdomadaire cohérente en pensant à la vie des gens. Et une fois que ça s'est posé, vient le moment crucial. Remplir les cours. Étape 4, oui, mettre en place la procédure. Et là, il faut être très pragmatique. Un système de réservation ultra simple. Un lien, une page, pas un labyrinthe de mails. D'accord. 2, et ça c'est capital, communiquer sur le bénéfice, pas sur la technique. Un exemple. On n'écrit pas cours de mathwork niveau 1. Ça ne parle à personne. On écrit un cours pour soulager votre dos et retrouver une posture stable. On traduit. On traduit l'exercice en solution à un problème. Et ensuite, bien sûr, le bouche à oreille, les offres découvertes et oser demander un avis. Ah, ça c'est dur. C'est très dur. Mais ce n'est pas de la mendicité. C'est donner aux gens satisfaits l'occasion de nous aider. Cette peur de se vendre, elle est paralysante pour beaucoup. On a l'impression de devenir un marchand de tapis. Et c'est là qu'il faut un recadrage mental. Se rendre visible, ce n'est pas se trahir. C'est, au contraire, rendre visible une compétence réelle. Il y a même une dimension éthique presque. Mais oui, si les professionnels compétents et formés restent dans l'ombre par peur de communiquer, qui prend la place? Les offres plus opportunistes, avec un marketing plus agressif. Voilà. Donc, communiquer de façon honnête sur ce qu'on sait faire, ce n'est pas juste commercial, c'est une forme de service. En regardant ce parcours, on imagine qu'il y a des pièges récurrents. Quels sont les principaux pour les débutants? On peut en identifier 3, très classiques. Le premier, c'est l'isolement. On se retrouve tout seul. On sort du groupe de la formation et on est seul face à ses doutes, ses cours vides, la comparaison sur les réseaux. C'est la recette pour l'épuisement. Avoir un réseau, un mentor, c'est une question de survie. Le deuxième piège est lié à l'examen, c'est ça, hein? Oui, c'est de voir l'examen comme une épreuve purement technique. On se focalise sur les 100 mouvements parfaits. Or, ce qu'on évalue, c'est un professionnalisme global. La gestion de groupe, la clarté. La clarté des consignes, l'adaptation à l'imprévu. C'est ça être un pro. La technique est un prérequis, pas la finalité. Et le troisième piège, j'imagine qu'il est lié à la communication, hein? C'est le plus insidieux. C'est la procrastination. Se dire « je commencerai à communiquer quand je serai parfait Mais on n'est jamais parfait. ». Jamais. Et on ne devient pas prêt dans son salon, on devient prêt en enseignant. Et on n'enseigne pas si la salle est vide. Le serpent qui se mord la queue. Exactement. Donc la communication, même simple, doit commencer le premier jour.
Elle fait partie du métier. C'est clair. Mais au bout du compte, admettons qu'on a réussi tout ça. Le planning est beau, les gens ont réservé, un élève est là, sur son tapis. Qu'est-ce qui va vraiment le faire revenir? La réponse est limpide et ça nous ramène au cœur de tout. C'est la pédagogie. La qualité du cours? La qualité de l'expérience vécue pendant 1 heure. C'est l'intelligence d'une correction qui fait clic dans le corps, la capacité à voir sans humilier, la présence calme de l'instructeur. Au final, le meilleur marketing? C'est un bon cours. C'est le message le plus puissant. La rétention ne dépend que de ça. En fin de compte, ce qu'on décrit là, c'est une vraie métamorphose. Il faut accepter de changer de posture. On quitte le costume de l'étudiant qui espère pour enfiler celui du professionnel qui construit. Qui prend des risques, qui décide. Et j'aime beaucoup cette phrase qui résume tout. Remplir ses cours n'est pas une honte, c'est une compétence professionnelle. C'est exactement ça. C'est dédramatiser cet aspect pour en faire une compétence au service de la passion. Et s'il fallait garder un dernier conseil, ce serait sans doute celui-ci. Commence petit, mais commence vrai. Pas besoin de viser le grand studio tout de suite. Non. Mieux vaut un cours par semaine, bien rempli, bien enseigné, qu'un planning immense et vide. La régularité et la clarté sont beaucoup plus importantes que le spectaculaire. La vraie réussite, ce n'est pas l'examen. C'est de créer une pratique qui dure. Une pratique vivante, qui a du sens. Pour soi et pour les autres. Et ça nous laisse avec une question plus large, qui dépasse le Pilate. Dans tous ces métiers de passion, qui touchent au bien-être, au corps, où se situe la juste frontière entre l'artisanat du pédagogue, qui demande du temps, et la nécessité de l'entrepreneur, qui exige de l'action? Comment cultiver l'un sans que l'autre ne vienne le dévorer?